chaque année en France, le 6 octobre, une journée nationale est dédiée aux aidants. Aux aidants, ce sont ces personnes qui aident leurs proches au quotidien parce qu'elles sont atteintes d'une maladie notamment dégénérative. Et ici, à Lille, au cœur de la Maison des aidants, eh bien, ces aidants peuvent venir recueillir des conseils ou tout simplement participer à des activités. Par exemple, aujourd'hui, c'est l'activité Qigong et Joël nous attend. C'est un proche aidant. Il a terminé l'activité. Bonjour Joël. Bonjour. Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Vous venez de terminer l'activité Qigong, Qigong, pardon, autant pour moi. C'est quoi cette activité? Cette activité-là, dont j'ignorais totalement l'existence, a été proposée par la Maison des aidants. Et ça me permet de faire une activité physique qui sort un peu de l'ordinaire. Et qui me permet pendant 1 heure d'avoir un corps un petit peu plus souple, un petit peu plus dynamique qu'il l'aurait été normalement. De penser aussi un petit peu à vous. Alors vous avez dit vous êtes proche aidant, oui. Vous accompagnez donc votre épouse. Oui. Quel est votre quotidien en tant que proche aidant, si on peut le savoir? Il est un peu compliqué en ce sens que la maladie évolue lentement, mais elle évolue. Et donc c'est quelque chose d'assez stressant. D'aller à la Maison des aidants, c'est un bienfait. Ça a été difficile de rentrer dedans, mais après, avec la multitude des activités qui sont proposées, on peut choisir ce qui nous plaît. Il y a des activités qui plaisent plus que d'autres. Le Qigong fait partie de celles que je préfère. Ici, tous les accompagnants de la Maison des aidants sont clairs. Il faut que je prenne soin de moi pour prendre soin de ma femme. Voilà, c'est ça. Si vous allez bien, vous pouvez donc mieux l'accompagner. C'est ça. Enfin, disons, l'accompagnement est moins compliqué. Vous nous disiez que c'était un peu compliqué au départ d'entrer dans la Maison des aidants. C'est-à-dire, comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'ici? On vous en a parlé? Quand le diagnostic a été posé... On peut savoir, si c'est pas indiscret, quelle est la maladie dont souffre votre Alzheimer. Elle souffre d'Alzheimer. Quand ça a été diagnostiqué, le médecin qui a diagnostiqué la maladie m'a donné une multitude de renseignements. Mais il fallait que je ne sois plus le mari de ma femme, mais que je sois l'aidant de ma femme. Et ça, c'est une démarche intellectuelle qui est un peu compliquée. Donc ici, en venant à la Maison des aidants, on vous a accompagné justement pour comprendre cette nouvelle démarche de votre vie à deux. Voilà, c'est ça, avec psychologue, avec aussi ces activités. Oui, absolument. Oui, moi, il y a des gens qui se trouvent en difficulté que je côtoie ici ou là. Je leur dis, allez à la Maison des aidants. Il n'y aura peut-être pas les réponses à tout, mais on a beaucoup de réponses ici. Là, vous pratiquez donc le Qigong. Il y a aussi des ateliers de discussion, des groupes de parole. Ça, des fois, vous en faites partie également. Ça peut être aussi une autre solution pour comprendre aussi les autres et discuter avec les autres qui partagent peut-être, comme vous, le quotidien d'un proche aidant. En général, ce sont des étudiantes en psychologie qui demandent d'avoir des témoignages. Donc, je témoigne aussi bien volontiers pour les aider dans leurs études. Et d'autre part, il y a beaucoup de mini-conférences, d'ateliers qui nous aident à appréhender des problèmes que je vais connaître. En étant ici, accompagné par la Maison des aidants, c'est pour vous améliorer un peu votre bien-être et votre quotidien et mieux comprendre ce qui pourra arriver par la suite. Non, totalement, oui. Ça a été un soulagement, on va dire. Complètement, oui. Et en même temps, je me suis dit que j'étais idiot d'avoir du mal à passer à la porte, quoi. Alors, je dirais pas que vous êtes idiot, c'est aussi une démarche qu'il faut faire, c'est d'aller aussi chercher de l'aide auprès des autres quand vous-même, vous êtes quelqu'un qui doit donner l'aide, qui doit apporter l'aide. Et donc, pendant que vous faites l'activité Qigong, votre épouse, elle est aussi en activité. Alors, avec du personnel de la Maison des aidants, et ma femme colorie. Elle adore ça. Et donc, elle vient ici, elle se trouve où se trouvent les crayons, où se trouvent les dessins, et ça permet à moi d'avoir cet espace de liberté et à elle de pouvoir être occupée. Vous me disiez, si vous allez bien, vous pouvez bien prendre soin d'elle. C'est ça. Ça, vous voyez, donc la Maison des aidants accompagne au niveau d'activité, aider à prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, mieux être proche aidant. Et donc, être mieux proche aidant, c'est aussi comprendre ce qui se passe. Et dans ces cas-là, ça se passe avec les psychologues. Il y en a 4 ici au niveau de la Maison des aidants. On va rencontrer Léa Forster qui va nous expliquer son quotidien.
des relais dans la Maison des Aidants, ce sont les psychologues, puisqu'ils sont au nombre de 4 ici à la Maison des Aidants de Lille. Et je suis avec Léa Forster. Bonjour Léa. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu quel est le rôle d'un psychologue qui est ici dans la Maison des Aidants? Alors le psychologue au sein de la Maison des Aidants, il va proposer du soutien pour tous les proches aidants qui le souhaitent. Donc du soutien pour mieux vivre leur quotidien d'aidant. Et on va également avoir cette fonction de leur apporter des trucs et astuces, des petits conseils pour mieux comprendre la maladie, mieux s'adapter aux troubles du comportement de leurs proches. Et donc du coup, on est là pour leur donner tous les différents acteurs qui existent sur le territoire pour pouvoir mieux les accompagner à domicile également. C'est-à-dire que un proche aidant vient vous voir d'entrée de jeu quand il entre ici dans la Maison des Aidants, ou vous pouvez intervenir à différents moments du parcours? Alors pas forcément au début, certains vont demander tout de suite un accompagnement psychologique parce qu'ils en ont entendu parler et qu'ils savent qu'il y a des psychologues sur place. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'on fait, souvent c'est à la suite du premier entretien qui est réalisé avec l'infirmière coordinatrice ou une collègue coordinatrice qui va du coup, quand on leur a présenté en tout cas l'émission, va se dire tiens, ça pourrait m'intéresser, en tout cas je pourrais ressentir le besoin d'échanger avec quelqu'un. J'ai dit que vous étiez 4 au total. Que font donc vos 3 autres collègues pendant le temps? Parce que je suppose qu'il y a des temps d'entretien, mais il y a aussi des temps d'activité peut-être? C'est ça, on propose des activités collectives de manière mensuelle, il y en a tous les mois, donc c'est souvent sous forme de groupe de parole que nous on a appelé Café Partage. Donc tous les mois il y a une thématique qui est proposée, puis les aidants sont invités à venir lors de ces groupes d'échange pour échanger justement autour de ces thématiques. Donc les thématiques peuvent être mieux communiquer avec quelqu'un qui a des troubles cognitifs, comment gérer ses émotions face au refus de mon proche. Enfin voilà, les thématiques changent tous les mois, mais toujours en rapport forcément avec leur rôle d'aidant. Pendant ces temps d'atelier, de partage, d'échange, ce café des aidants, est-ce que les proches aidants viennent justement avec la personne qu'ils accompagnent, ou c'est un moment où peut-être chez elle il y aura quelqu'un, ou est-ce qu'ils peuvent venir avec le proche et dans ces cas-là le proche est ici encadré, on va dire comme ça? C'est ça. Alors les deux, ça dépend des personnes. Certains ont déjà parfois leurs proches en EHPAD, donc du coup ils sont déjà accueillis. Mais les proches aidants qui ne peuvent pas laisser leurs proches à domicile seuls peuvent venir avec leurs proches lors de leur atelier. On a toujours un collègue, une collègue qui est présent pour accueillir le proche malade, le temps de l'atelier, le temps de l'entretien individuel. La personne qui est accompagnée, qui est aidée, en fait, a aussi un atelier en venant ici à la Maison des Aidants. C'est ça. Il n'y a pas d'objectif thérapeutique, mais en tout cas, il a son temps à lui, avec autour d'un café, de jeux de société ou juste de discussion. Ça dépend vraiment. Alors, les groupes ne sont pas très grands et justement, ça permet vraiment d'avoir une bonne ambiance, un moment très convivial pour les proches malades. On le voit quand on entre dans la Maison des Aidants, on est accueilli dans une maison, donc dans un cocon, on se sent bien. Mais pour les proches aidants qui ne pourraient pas venir, est-ce que vous, comme vous êtes 4, est-ce qu'il y en a un ou une qui fait des déplacements à domicile pour aussi aller à la rencontre? Il y a plusieurs options. Donc déjà, les entretiens téléphoniques ou en visio, ça on le propose également pour permettre aux aidants qui ne peuvent pas se déplacer, peut-être plus jeunes aussi que les personnes très âgées qui auraient plus de difficultés avec l'outil informatique. Mais du coup, pour ces personnes-là, on peut se déplacer à domicile. On a également des lieux délocalisés pour nous rapprocher au plus près des gens, par exemple sur Seclin, sur Sizouin, sur la Bassée. Enfin voilà, on essaye aussi d'aller dans des locaux en fait à l'extérieur pour pouvoir faire revenir les gens aussi, les faire sortir de leur domicile. Quelles sont peut-être les conséquences sur le quotidien des aidants? On ne peut pas parler de mieux-être ou de bien-être, peut-être c'est un mieux-être justement dans la compréhension? C'est ça, peut-être un mieux-être dans la manière dont on va s'adapter à son proche. L'idée, c'est vraiment de ne pas se laisser déborder par la maladie, de pouvoir mieux être avec la personne malade au quotidien, donc de pouvoir s'adapter à lui en fonction de ses difficultés, mais également d'avoir des lieux. Ici à Maison des Aidants, l'objectif, c'est d'être un lieu ressource pour pas qu'ils soient tout seuls face à la maladie de leurs proches. Et en ça, il peut y avoir un mieux-être, en effet, de se sentir moins seul, de se sentir compris, écoutés, d'avoir vraiment des outils concrets pour pouvoir les aider au quotidien avec leurs proches. Donc en ça, on peut vraiment voir une meilleure adaptation au quotidien et donc du coup des aidants qui peuvent aller mieux, parfois temporairement, mais qui peuvent aussi aller mieux sur le long terme. Est-ce qu'on peut dire quelque part que votre accompagnement, à tous les 4 psychologues ici, c'est peut-être une façon aussi de déculpabiliser par rapport à l'accompagnement du proche aidant, à la maladie? Tout à fait. L'un des freins aussi que pour les aidants à venir à la Maison des Aidants, c'est que je me sens coupable d'aller, entre guillemets, me plaindre de mon proche ou de me dire que je peux être en difficulté ou je ne suis pas capable d'y arriver. Mais en fait, le fait d'être entendu, écouté, reconnu
en fait dans leur rôle, ça permet déjà de déculpabiliser, puis en fait de leur donner après des outils pour mieux s'adapter. Du coup, ils peuvent moins se mettre en colère, ils sont moins dans moins fatigués aussi, et ils arrivent mieux à faire face. Et dans ça, ils déculpabilisent également. Et le fait de pouvoir venir avec leurs proches, pour certains qui culpabiliseraient de prendre soin d'eux uniquement, le fait de venir avec leurs proches, c'est aussi un moyen de se dire lui aussi va profiter d'un temps à la maison des aidants, et donc ça permet de déculpabiliser également. La maison des aidants, donc un contact avec les psychologues, avec des activités, mais on va essayer de comprendre aussi l'ensemble et la globalité de cette maison des aidants ici à Lille. J'ai été rejoint par Nathalie Keber, la directrice donc de la Maison des aidants de Lille, Roubaix-Tourcoing et aussi Boulogne-sur-Mer. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. On a pu rencontrer des aidants. Alors, la première question, c'est vrai que je ne l'ai pas encore posée. Depuis quand elle existe, cette Maison des aidants? Depuis juin 2012. On avait d'autres locaux avant, mais on est aujourd'hui une des plus grandes plateformes de répit de la région, voire de France, je dirais même. Aujourd'hui, on est 315 en France et 47 dans les Hauts-de-France. On est 24 structures dédiées à l'accompagnement des personnes âgées et 23 structures dédiées aux aidants des personnes en situation de handicap. Et moi, je dirige 3 de ces structures. Un aidant, est-ce qu'on peut essayer de le définir? Vous parlez d'accompagner des personnes âgées, accompagner des personnes en situation de handicap. Il y a une définition qui existe pour... D'ailleurs, je dis aidant, c'est pas le bon terme, c'est proche aidant maintenant. C'est proche aidant, et le proche aidant sera la personne qui accompagne dans son quotidien une personne en perte d'autonomie. Ça peut être régulier, ça peut être ponctuel, ça peut être en général pour des actes essentiels de la vie. Alors ça sera pour des démarches administratives, pour faire un peu de ménage, pour faire les courses, et puis l'aidant va s'investir progressivement pour être le plus présent possible auprès de son proche, pour parfois faire la toilette, faire des soins d'hygiène, de confort, pour surveiller aussi s'il y a des troubles cognitifs. Et en fait, c'est une fonction qui devient insidieuse et dans laquelle l'aidant en fait entre progressivement de quelques heures à des jours complets par semaine, par mois, parfois jusqu'à ne plus faire que ça, que d'être aidant. Et c'est là où ça devient dangereux. Aidant, c'est pas un statut en fait. Non, il n'y a pas de statut d'aidant. Voilà. Être aidant, c'est une fonction, c'est un rôle qu'on subit plus qu'on choisit souvent. C'est un rôle, mais notre ambition à nous, c'est que ça reste un rôle et pas une identité. Tout l'intérêt, c'est de l'amener à retrouver un équilibre de vie où, bien sûr, il garde ce rôle d'aidant, mais il conserve aussi son rôle de mari, de femme, de travailleur, un rôle social. Il continue de voir ses amis, de faire ses activités, parce que ça, c'est important pour rester aidant longtemps, sans s'épuiser. Autrement, un aidant épuisé, il finit par plus rien donner, il n'en peut plus. Et alors, c'est compliqué et pour lui et pour le proche qui l'accompagne. Ce qui fait que cette idée d'accompagnement proposée par la Maison des aidants, c'est une des missions, entre autres, qui est proposée. Quelles sont les autres missions de la Maison des aidants? Alors, on a divisé nos missions en 4 axes. Quand ils sont chez nous, on va leur proposer un entretien individuel et on va vérifier avec eux, ou on va évaluer avec eux quels sont vraiment leurs besoins. Deuxième axe, est-ce qu'ils sont tellement isolés parce qu'ils sont tout seuls à deux, j'ai envie de dire, dans une relation fusionnelle avec leurs proches qui n'ont plus de vie sociale, et auquel cas ici on va leur proposer des activités pour maintenir ce lien social. Là on va leur proposer des solutions de répit, du répit dans nos locaux, ou bien on va aussi proposer, et ça c'est une grande force, du répit à domicile. C'est-à-dire que le proche va rester à domicile et nous, on va envoyer un professionnel qui va prendre la place de l'aidant pour que lui puisse sortir de chez lui et souffler un peu. Et le 4e axe, ça sera autour du soutien psychologique. On a une équipe de psychologues ici. Qu'on a rencontré, 4 psychologues. 4 psychologues ici, rien qu'à Lille, à temps plein. Quand on discute, on a l'impression, ou peut-être que c'est aussi dans l'imaginaire collectif, qu'un proche aidant, il a forcément plus de 50 ans. Et il n'y a pas de jeunes. Bah si. Et là, je me trompe. Oui, complètement. C'est exprès. Là, vous vous trompez, puisque la plus jeune aidante qui est accompagnée par une psychologue ici a 9 ans. Elle vient bien depuis plusieurs mois, voire plus d'1 an, je dirais, maintenant. Et pour donner un autre exemple, sachez que l'année dernière, on a fait une enquête auprès des étudiants de l'Université catholique de Lille. Sur 2300 étudiants interrogés, on a eu plus de 360 aidants qui se sont identifiés, qui se sont signalés. Donc on est sur 15%
d'aidants. 15% d'aidants chez les étudiants. En fait. Chez les étudiants. On peut être aidant à n'importe quel âge, en fait. Et donc, quand vous dites aidant à n'importe quel âge, on parle de chiffres que vous m'avez donnés et de ce terme aussi de tsunami, c'est qu'en 2030, donc c'est dans 4 ans maintenant, un quart des actifs, donc des personnes en situation de travail, donc à partir de 16-17 ans jusqu'à la retraite, eh bien, vont être des proches aidants, en fait. Oui, c'est ça. Il existe un congé proche aidant et en fait, ils prennent des arrêts maladie. 51% des arrêts maladie concerneraient des aidants, parce que ce congé proche aidant n'est peut-être pas bien connu encore. Hein. Oui. Il permet de prendre des congés 66 jours sur une carrière. Donc, vous allez me dire, c'est peut-être pas beaucoup, mais avant, ça n'existait pas du tout. Il est rémunéré et il est accessible directement auprès de la CAF. Il est opposable à l'employeur. Hein. L'employeur est obligé de l'accepter. En fait, il existe des aides, mais les aidants ne les connaissent pas. Comment est-ce que vous fonctionnez? Ça veut dire, quels sont vos financements? Et peut-être la question dans l'autre sens, un aidant qui vient vous voir, est-ce qu'il doit payer en fait? On a des financements pérennes, on est financé par l'Agence régionale de santé. Et dans le Nord, et uniquement dans le Nord, on a beaucoup de chance parce qu'on a aussi des subventions de fonctionnement du département. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Ça ne nous empêche pas de compléter nos financements avec des appels à projets pour proposer des activités supplémentaires aux aidants. Mais bien évidemment, l'accès ici et toutes les prestations qui sont proposées par l'équipe sont totalement gratuites. Ici, on ne paye que lorsque y a un intervenant extérieur. Une séance de Qigong, on va payer 3 à 4 euros sur les activités pour que ça reste accessible à tout le monde. Si on veut prendre contact avec vous, quels sont les différents moyens possibles? Le plus simple, c'est d'aller sur le site soutenirlesaidants.fr dans lequel, en notant sa commune d'habitation, on a les coordonnées téléphonique, physique, l'adresse mail de la plateforme de répit de son territoire. Ça, c'est valable pour toute la France. On a même un bouton qui s'appelle « Se faire rappeler ». En notant ses coordonnées, nous, on reçoit le mail et on rappelle la personne. Sur ce site, on peut avoir aussi toute notre offre de services, le planning d'activité. On a aussi l'activité de nos partenaires sur un fil d'actualité et on a des formations qui sont gratuites en ligne pour tous les aidants ou tous les salariés qui le souhaitent. Voilà, donc vous n'avez donc plus aucune excuse pour... Pas d'excuse. Voilà, pas d'excuse pour ne pas connaître donc ce monde des aidants, la maison des aidants et les proches aidants. Et puis on va prendre un petit peu plus de hauteur, on va quitter le département du Nord pour aller dans le département du Pas-de-Calais avec la vice-présidente justement en charge de cette question autour des aidants pour essayer d'un peu mieux comprendre ce qui est mis en place dans le Pas-de-Calais. Après le Nord, direction le Pas-de-Calais où une plateforme a été mise en place. Alors quel est le rôle de cette plateforme de répit? Comment se connecter? Que propose justement le département du Pas-de-Calais pour les aidants? Eh bien pour en parler, nous sommes avec Maryse Coé, la vice-présidente du département en charge des personnes âgées et de la santé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à distance. Je parlais donc de cette plateforme de répit. Depuis quand existe cette plateforme à destination des aidants dans le Pas-de-Calais? Alors, dans le département du Pas-de-Calais, nous avons nous sommes organisés sur des maisons départementales de solidarité sur l'ensemble des 8 territoires du Pas-de-Calais. Et dans ces maisons départementales de solidarité existent des maisons de l'autonomie, des MA, qui proposent donc des services, notamment de solidarité auprès de nos aînés, de nos personnes en situation de handicap, des familles, de l'enfance. Voilà, c'est tout un global. Et elles actionnent aussi des actions auprès de l'ensemble des partenaires du Pas-de-Calais pour mettre à disposition des solutions de répit pour les aidants. Parce qu'en fait, nous avons développé... Je vous interromps tout de suite. Il y a donc cette plateforme. Vous m'avez tendu la perche, si je puis dire, sur ces maisons de l'autonomie. Ça veut dire qu'on a à la fois cette plateforme en ligne, mais on a aussi des rencontres en réel avec ces maisons de l'autonomie. C'est aussi ce rôle-là, pouvoir se rencontrer sur place? Tout à fait. On peut aussi se rencontrer, c'est-à-dire que les personnes peuvent se présenter à la maison départementale des solidarités. Ils rencontrent les professionnels en charge de l'autonomie et ces professionnels sont capables de les orienter vers l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place dans le département du Pas-de-Calais en fonction du territoire où l'on vit pour que chacun puisse bénéficier de ces solutions de répit.
Puisque l'on parle donc de ces solutions de répit avec la plateforme, on a pu le voir dans le reportage auparavant au niveau des proches aidants, ça s'adresse à qui? Je veux dire, est-ce que c'est un proche aidant qui accompagne un aidant qui est âgé? Est-ce que ça peut être une personne en situation de handicap? Est-ce que ça peut être aussi un proche aidant qui accompagne un jeune? Puisque parfois aussi les jeunes sont dans une incapacité, une immobilité. À qui ça s'adresse cette plateforme de répit dans le Pas-de-Calais? Alors, cette plateforme est ouverte à toutes les personnes qui accompagnent une personne âgée, une personne en situation de handicap, un enfant, qu'il soit en situation de handicap ou souffrant. Voilà, elle est ouverte à tous. En fait, cette plateforme a été ouverte donc en septembre dernier et elle a pour but de regrouper l'ensemble des partenaires et des dispositifs qui sont mis à disposition pour l'ensemble des habitants du Pas-de-Calais en situation d'aidance pour qu'ils puissent trouver des solutions de répit. C'est-à-dire, en fait, qu'en vous écoutant, cette plateforme de répit, c'est une solution pour éviter l'épuisement des proches aidants qui pourraient être totalement épuisés, donc ne plus accompagner correctement la personne aidée? Voilà, c'est exactement ça. En fait, dans le Pas-de-Calais, il y a très longtemps qu'on a privilégié le maintien à domicile, puisqu'en fait, c'est un peu ce que veulent nos habitants. Mais on sait aussi que pour accompagner une personne en souffrance, eh ben, il faut que les dents soient en bonne forme. L'idée de cette plateforme, c'est de vraiment pouvoir accompagner les dents dans sa santé, dans son répit, aussi dans ses loisirs, pour qu'il puisse être à même de s'occuper de la personne qui en a besoin le plus longtemps possible et en meilleure santé possible. Ça veut donc dire, en vous écoutant, que cette plateforme de répit, elle va permettre par exemple à un proche aidant, pardon, d'avoir accès, pourquoi pas, à un moment de relaxation, à un moment de bien-être pour elle, c'est-à-dire aller chez le coiffeur, aller chez une manucure par exemple, c'est-à-dire avoir un moment de répit, mais sans culpabiliser, c'est bien ça? C'est exactement ça. En fait, l'idée, souvent, les dents s'oublient. Et il n'a un seul but, c'est s'occuper de la personne dont il a la charge. Et en fait, on se rend compte que bien souvent, ils n'ont plus de lien social, ils n'ont plus d'activité en dehors de la maison parce que leur priorité, c'est d'accompagner la personne. Donc, pour nous, il est important qu'on ait des solutions de répit. Et donc, ce sont des solutions qui permettent ou à des professionnels de venir au domicile pour s'occuper de la personne aidée, mais aussi de pouvoir mobiliser des professionnels pour aller dans des structures qui permettent aussi à des aidés de se rencontrer et à des aidants d'échanger. Et d'ailleurs, on voit que de plus en plus de haltes répit proposent justement des activités aidants-aidés pour que l'aidant se sente de moins en moins coupable de laisser l'aider. Voilà. Et ça fonctionne très, très bien. Vous le dites, donc une sensation d'être de moins en moins coupable qui fonctionne très très bien. Vous avez dit également que c'est le département du Pas-de-Calais, c'est sa force aussi, c'est de garder les personnes chez soi. Pourquoi avoir fait ce choix justement de permettre aux personnes d'être chez elles? Ça leur permet peut-être de conserver une santé qui va être déclinante. On l'a vu précédemment, les proches aidants accompagnent parfois des personnes qui sont atteintes de maladies dégénératives comme Alzheimer. Donc garder son environnement, ça fait partie du bien-être peut-être, ou du mieux-être? C'est aussi qu'on répond à une demande de nos habitants. Sur l'ensemble des sollicitations qu'on a pu avoir auprès des habitants du Pas-de-Calais, la très très grande majorité, c'est environ 80 à 85% de ces habitants, souhaitent vieillir chez eux. Et pour nous, il est important donc de développer des solutions d'accompagnement comme les services d'aide à domicile, mais aussi de pouvoir accompagner les aidants parce qu'à la maison, c'est 24 heures sur 24. Et donc, il est important qu'on puisse continuer et proposer des solutions aux aidants pour qu'eux puissent aussi avoir une bonne santé physique, une bonne santé mentale et ne pas se sentir isolés comme parfois des personnes âgées peuvent se sentir isolées. Quel est le montant, l'investissement que met le département du Pas-de-Calais justement dans cette plateforme de répit et cet accompagnement des proches aidants? Alors, en fonction des projets, on a plusieurs modes de financement, c'est-à-dire qu'on a des projets comme les plateformes de répit qui sont financés autant par le département que par l'ARS. Donc là, on est à un montant d'à peu près 768 000 euros. Puis ensuite, on a des projets qui sont financés avec des partenaires locaux.
donc des associations, des haltes répit. Donc là, on est à peu près à 800 000 € financés par le département et cofinancés par la conférence des financeurs. En fait, la conférence des financeurs, ce sont plusieurs financeurs, comme le nom le dit. Donc, c'est l'ARS, c'est les caisses de retraite, c'est le département, c'est la MSA, qui nous permet d'avoir un budget plus conséquent et qui permet aussi, par des appels à projets, de financer des actions au profit des aidants sur le territoire, sur l'ensemble du territoire du Pas-de-Calais. Merci beaucoup, Maryse Coé. Donc, vous êtes vice-présidente donc en charge des personnes âgées et de la santé. Donc, dans le Pas-de-Calais comme dans le Nord, vous avez pu vous en rendre compte. Tout est mis en place pour accompagner donc les proches aidants. Alors, s'il vous manque des informations, eh bien, ne vous en faites pas. Ce numéro d'Évident, vous pourrez le retrouver sur notre site internet et également la page YouTube de BFM Grand Lille. À bientôt.